Lorsque l'archiviste Adrien Morel fut chargé en 1937 de répertorier une collection disparate de photographies provenant de studios fermés, d'ateliers abandonnés et de successions non réclamées, il n'imaginait pas qu'il y découvrirait un mystère capable de remettre en cause la logique même du temps. Au départ, il ne voyait dans ces clichés que des portraits anciens, tirés entre 1890 et 1930, témoignant de la vie ordinaire de familles bourgeoises, de mariages oubliés, de fêtes religieuses, de paysages figés dans la lumière tremblante des plaques argentiques. Mais un soir d'hiver, en classant mécaniquement des images selon leur date supposée, il tomba sur un portrait d'un couple posant devant un rideau de velours sombre, le photographe ayant noté au verso « Atelier Fournier, Paris, 1891 ». L'homme portait un costume sombre, bien taillé, la femme une robe claire aux détails complexes, et tous deux regardaient directement l'objectif avec une étonnante assurance. Rien d'extraordinaire. Jusqu'au moment où Adrien, quelques minutes plus tard, ouvrit une autre boîte contenant des clichés provenant d'un photographe de Lyon, daté de 1903, et aperçut le même couple, dans les mêmes vêtements, avec les mêmes expressions, la même position du corps, comme si rien, absolument rien, n'avait changé en 12 ans. Pensant à une erreur d'étiquetage, il posa les deux photos côte à côte sous la lampe, mais l'usure du papier, la variation du grain, la signature des studios et la datation chimique confirmaient leur authenticité et leur différence d'origine. Troublé, il entreprit de vérifier d'autres lots, et ce qu'il trouva bouleversa toute tentative d'explication rationnelle. Un cliché pris en 1914 à Marseille et un autre de 1922 à Bruxelles montraient exactement le même couple, même visage, même posture, même vêtements, même distance entre leurs épaules et même angle de tête, comme si chaque photographe, sur une période de plus de 30 ans, avait capturé une image identique d'un couple resté parfaitement figé dans le temps. La seule différence résidait dans le décor ou la technique photographique, mais jamais dans les sujets eux-mêmes. Pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un simple objet de studio circulant de main en main, Adrien examinait les reflets dans les yeux, les ombres portées, les micro-détails impossibles à reproduire artificiellement avec les moyens du XIXe siècle. Tout indiquait des personnes réelles, présentes physiquement au moment de la prise. Inquiet, il entreprit des recherches sur ces visages. Aucune trace dans les registres d'état civil, aucune mention dans les recensements, aucun acte de mariage, aucun décès, aucune adresse. Ils n'existaient pas administrativement. Pourtant, ils apparaissaient dans des studios situés parfois à plus de 500 km les uns des autres, signés par des photographes qui n'avaient aucun lien entre eux. Adrien interrogea d'anciens employés des studios, encore vivants. Tous disaient vaguement se souvenir d'un couple très poli, très calme, venant poser sans parler beaucoup, demandant toujours un portrait en buste, refusant systématiquement de donner une adresse pour l'envoi, préférant revenir le lendemain pour récupérer le tirage. Certains affirmaient que le couple semblait étrangement familier, sans pouvoir préciser pourquoi. L'un des photographes, dans une lettre jaunie retrouvée dans un tiroir, écrivait « Je jurerais les avoir déjà photographiés il y a 20 ans, alors qu'ils n'ont pas vieilli d'un jour. » Aucun n'avait conservé leur nom. Sur aucune des commandes, un nom ne figurait, seulement une initiale parfois, un A ou un M tracé à la craie sur une boîte. Intrigué, Adrien commença à comparer les dates précises. Chaque photographie avait été prise un jour où un phénomène particulier avait été noté dans les journaux locaux. Une éclipse partielle, une panne électrique généralisée, un brouillard inhabituel, ou encore l'apparition d'un halo lumineux au-dessus de certains districts. Ces coïncidences, d'abord anecdotiques, devinrent inquiétantes lorsqu'il réalisa que le couple avait été photographié non seulement dans différents studios, mais parfois le même jour dans deux villes éloignées de plusieurs centaines de kilomètres. En analysant la lumière des clichés, Adrien nota une constance étrange. Les ombres sur les visages semblaient toujours venir d'un angle identique, quel que soit le studio, comme si le couple apportait avec lui une source de lumière propre.
ou comme si le photographe, sans le réaliser, imitait toujours le même éclairage. De plus, en augmentant le contraste des négatifs, Adrien remarqua derrière le couple une sorte de flou régulier, un motif indistinct, semblable à une texture répétée, comme si quelque chose ou quelqu'un se tenait juste derrière eux, hors cadre. Ce détail, presque invisible à l'œil nu, revenait sur au moins 6 clichés espacés de 30 ans. Mais le plus troublant arriva lorsqu'Adrien découvrit une note laissée par un photographe itinérant en 1928, au dos d'un cliché pris dans un marché en Belgique, où l'on voyait encore une fois le couple. La femme m'a dit en partant, d'une voix très douce, « Nous ne voulons pas être vus, seulement enregistrés. » Cette phrase obséda Adrien pendant des jours, car elle suggérait que le couple savait exactement ce qu'il faisait, qu'il cherchait non pas à être noté dans la vie, mais à laisser une trace uniquement à travers l'objectif. Et plus il avançait, plus une idée effrayante s'imposait. Et si ces deux personnes n'étaient pas des sujets cherchant à être photographiés, mais des entités n'existant qu'à travers la photographie elle-même? Les jours suivants, Adrien Morel s'enfonça davantage dans son enquête, incapable de penser à autre chose qu'à ce couple immobile dans le temps. Ces deux silhouettes figées, dont la présence n'appartenait à aucun registre civil, mais apparaissaient pourtant dans les archives de toute une génération de photographes. Il décida de pousser plus loin ses recherches, en consultant les journaux locaux des villes où les clichés avaient été pris, espérant trouver un quelconque événement mentionnant un couple étrange ou un studio particulier. Mais les seules occurrences qu'il trouva concernaient des phénomènes météorologiques inhabituels. Un rayon unique tombé du ciel lors d'un après-midi clair à Lyon en 1903. Une brume lumineuse décrite par un journaliste à Marseille en 1914. Un silence soudain ressenti dans tout un quartier de Bruxelles en 1922, où les horloges auraient cessé de fonctionner pendant quelques minutes. Chacun de ces événements correspondait précisément aux dates inscrites au dos des photographies où apparaissait le mystérieux couple. Convaincu qu'il ne s'agissait plus d'une coïncidence, Adrien s'intéressa aux témoins potentiels encore en vie et retrouva d'abord la fille d'un photographe parisien, une femme âgée nommée Colette Bréon, qui se souvenait que son père parlait parfois du couple qui arrivait toujours ensemble sans jamais respirer un mot, comme s'ils se comprenaient sans se regarder. Colette affirma avoir été enfant lorsqu'elle les avait vus traverser l'atelier. Ils semblaient glisser plutôt que marcher. Ma mère disait que j'avais rêvé, mais je me souviens très bien, ils donnaient l'impression de n'appartenir à aucune époque. Cette remarque troubla profondément Adrien, mais il continua ses visites et rencontra un autre témoin, un ancien apprenti d'un studio lyonnais, aujourd'hui nonagénaire, qui se souvenait très distinctement de ce jour de 1903 où le couple était venu poser. Il décrivit l'homme comme ayant un regard si fixe qu'on aurait dit qu'il regardait à travers vous, et la femme comme ayant une voix qui ressemblait à un souffle, à peine audible, mais dont chaque mot semblait déjà connu avant qu'elle ne le prononce. Selon cet homme, le photographe avait mis plus de 10 minutes à obtenir la mise au point, car, dit-il, l'image ne voulait pas rester stable, comme si l'appareil photographique refusait de capturer leur présence. En entendant cela, Adrien sentit une vague d'inquiétude lui traverser la poitrine, car cette résistance de l'image correspondait exactement au flou répétitif qu'il avait observé derrière le couple dans plusieurs clichés. Il décida alors d'examiner les négatifs originaux conservés dans les studios encore existants, et ce qu'il découvrit ne fit qu'ajouter à son trouble. Sur plusieurs plaques argentiques, la silhouette du couple semblait légèrement déformée, comme si le verre lui-même avait été soumis à une source de chaleur ou de lumière inhabituelle, produisant des ondulations autour de leur corps. Dans une plaque prise à Marseille, le contour de la femme semblait osciller légèrement, comme si deux versions d'elle s'étaient superposées une fraction de seconde avant ou après la prise réelle. Dans une autre, prise à Bruxelles, l'homme apparaissait presque transparent sur le bord droit de la plaque, tandis que sa forme était parfaitement nette sur la gauche, comme si la lumière avait enregistré deux positions simultanées.
Cherchant désespérément une explication rationnelle, Adrien consulta un spécialiste des procédés photographiques anciens, qui confirma que de telles déformations ne pouvaient ni venir du matériel, ni des conditions de développement. « Ce n'est pas une erreur, lui dit-il, c'est un phénomène inscrit au moment du déclenchement. Quelque chose n'était pas stable devant l'objectif. » De retour aux archives, Adrien fit une découverte encore plus troublante. Sur un cliché daté de 1897, pris dans un village de Savoie, le couple était photographié devant une église. En agrandissant la scène, il remarqua, derrière eux, dans le reflet d'une vitre, une troisième silhouette, une forme indistincte mais humanoïde, sans visage, dont les contours semblaient onduler. Or, ce reflet n'apparaissait que dans la vitre, pas dans la réalité directe de la scène. Cela signifiait que cette troisième être n'existait que pour l'appareil, pas pour le lieu. Cette révélation bouleversa Adrien, qui commença à se demander si le couple n'était pas simplement immobile dans le temps, mais accompagné d'une entité ou d'un phénomène lié à leur apparition. Il chercha alors des témoignages écrits et finit par trouver dans une boîte de documents provenant d'un studio itinérant une note rédigée par un photographe en 1908. Quand je les ai vus, j'ai ressenti un froid étrange, comme si l'air à tour d'eux manquait de vie. Au moment de déclencher, j'ai cru apercevoir une ombre derrière eux, mais l'instant d'après, elle n'était plus là. Cette phrase, combinée au témoignage précédent, laissait entendre une vérité terrifiante. Le couple n'était peut-être pas simplement immobile dans le temps, mais accompagné d'une entité ou d'un phénomène lié à leur apparition. Le plus inquiétant, cependant, survenait lorsqu'Adrien comparait les dates précises des photographies. Chaque fois que le couple apparaissait, un autre événement étrange survenait dans la région. Un enfant disparu pendant quelques heures puis retrouvé sans souvenir, un train arrêté par un brouillard soudain, une église sonnant ses cloches sans que personne ne se trouve dans le clocher. Ces faits divers dispersés sur 40 ans prenaient tout à coup une forme cohérente. La présence du couple semblait liée à des perturbations inexpliquées du temps, de la lumière ou de la perception. Mais une question commençait à obséder Adrien davantage que toutes les autres. Si le couple ne vieillissait pas, ne changeait pas, ne semblait pas appartenir à aucun registre administratif ni chronologique, alors d'où venait-il? Et pourquoi cherchait-il à être photographié? Et seulement photographié encore et encore, décennie après décennie. Incapable de trouver une explication dans les documents civils ou les archives photographiques ordinaires, Adrien décida d'élargir son enquête aux archives administratives des villages où le couple avait été aperçu, espérant que quelqu'un, quelque part, aurait noté leur nom, leur adresse ou un détail permettant de les identifier. Mais à mesure qu'il consultait les registres de logement, les matricules militaires, les listes électorales, les archives notariales et les actes de mariage, un schéma inquiétant se dessinait. Non seulement le couple n'apparaissait dans aucun registre, mais plusieurs témoins ayant mentionné leur existence dans des journaux intimes, des lettres ou des carnets de commandes semblaient eux-mêmes effacés de la mémoire collective. Par exemple, le photographe lyonnais qui avait développé le cliché de 1903 était officiellement décédé en 1910, mais dans les notes retrouvées dans un tiroir de son atelier, il écrivait « Ils m'ont demandé de ne pas dire leur nom. Elle m'a regardé comme si elle savait déjà que je ne vivrais pas assez longtemps pour comprendre. » Pourtant, aucune famille n'avait réclamé ces notes, et personne dans la ville ne semblait se souvenir de lui malgré les dizaines de photographies signées de sa main. Comme si le simple fait d'être en contact avec ce couple effaçait lentement les traces de ceux qui tentaient de les décrire. De plus, dans certains registres, des lignes noircies ou raturées apparaissaient précisément aux dates où le couple avait été photographié, comme si quelqu'un avait voulu les retirer systématiquement des archives. Adrien tenta ensuite de retrouver les lieux exacts où les clichés avaient été pris pour reconstruire les scènes originelles, et il remarqua, dans presque chaque cas, que les studios concernés avaient fermé dans les années suivant la visite du couple, souvent après des événements étranges. Un incendie sans cause claire, un effondrement de cave inattendu, une faillite soudaine malgré des années de réussite.
Le studio de Marseille, où avait été prise la photographie de 1914, par exemple, avait été abandonné en 1916, après que les employés eurent déclaré entendre des voix derrière les rideaux du fond, en pleine nuit, alors que le studio était vide. Dans un témoignage écrit retrouvé dans un tiroir scellé, un apprenti décrivait la sensation qu'une présence invisible se tenait juste derrière l'endroit où le couple avait posé, comme si elle n'avait pas quitté la salle après leur départ. Ce motif revenait encore et encore. Partout où le couple apparaissait, quelque chose restait derrière, invisible, mais perceptible à ceux qui étaient sensibles aux anomalies du lieu. En tentant de comprendre ce lien, Adrien se plongea dans les articles d'époque relatifs aux phénomènes étranges survenus aux dates des photographies, et il découvrit un détail troublant. Dans chaque ville concernée, des habitants affirmaient que le temps semblait se plier, qu'un silence profond envahissait les rues, ou que l'air devenait lourd et immobile, comme si un fragment de réalité se bloquait temporairement. Certains parlaient même de sensations de déjà-vu intenses, d'impression qu'une scène venait de se répéter, ou de silhouettes apparaissant brièvement dans leur champ de vision avant de disparaître. Intrigueux par ces correspondances, Adrien chercha des motifs visuels dans les clichés eux-mêmes. Il remarqua que le couple adoptait toujours exactement la même posture, les mains jointes devant eux, la tête légèrement inclinée, le regard fixé à l'objectif. Même la distance entre eux restait identique d'une photo à l'autre, comme s'ils suivaient un protocole précis. En traçant des lignes géométriques entre leurs silhouettes, Adrien constata que les positions formaient un triangle presque parfait, dont le sommet invisible semblait se situer juste au-dessus de leur tête, comme si chaque prise cherchait à reproduire une configuration symbolique. Lorsqu'il superposait plusieurs clichés, il vit que les contours des visages se superposaient presque exactement, ce qui aurait été impossible si de vrais humains posaient dans des conditions différentes, avec des éclairages différents, des caméras différentes. Mais le plus perturbant était ailleurs. En analysant les lumières dans les yeux du couple, Adrien remarqua que, contrairement aux photographies normales, les reflets ne provenaient jamais des sources lumineuses du studio. Les points lumineux semblaient refléter une lumière qui venait de derrière le photographe, comme si le couple regardait quelque chose ou quelqu'un situé juste à côté de la caméra. Cette constatation mit Adrien extrêmement à mal à l'aise. Il commença alors à examiner attentivement les zones floues derrière le couple. À force d'augmenter le contraste sur certains négatifs, il distingua des formes qui se répétaient. Une silhouette sombre, indistincte, toujours derrière eux, mais jamais identiquement positionnée, comme si elle se déplaçait entre les prises. Sur une photographie de 1922, prise dans une rue animée de Russell, la silhouette semblait presque se fondre dans les passants, mais jamais être réellement humaine. Trop haute, trop rigide, ou parfois trop étroite pour l'être. Adrien se rendit compte que cette forme, imperceptible à l'œil nu, n'existait que dans les négatifs, jamais sur les tirages finaux. Comme si elle n'était visible que par la lumière brute capturée au moment précis où l'objectif s'ouvrait. Un frisson glacé le traversa en comprenant ce que cela impliquait. Quelque chose accompagnait le couple, mais ne laissait de traces que dans les profondeurs chimiques de la pellicule. Et plus il avançait, plus il se heurtait à une idée qui l'effrayait. Peut-être que le couple n'évoluait pas parce qu'il n'existait pas dans le temps de la même façon que le reste du monde. Peut-être qu'il entrait dans le monde uniquement car capté par un appareil. Et si cela était vrai, alors la photographie n'était pas seulement un moyen de les enregistrer, c'était peut-être le seul endroit où ils existaient réellement. Déterminé à comprendre la nature de ces apparitions photographiques, Adrien Morel décida de revoir l'intégralité des dossiers associés au studio où le couple avait été immortalisé, en commençant par une piste inattendue, les registres commerciaux. Bien que la plupart des studios concernés eussent fermé depuis longtemps, certains conservaient encore des carnets comptables, et ce qu'Adrien y découvrit renforça l'inquiétude qui le poursuivait depuis des semaines.
Dans presque chaque cas, la séance photographique impliquant le couple avait été réglée en espèces, sans reçu, sans adresse, mais surtout avec une anomalie constante, le paiement excédait largement le tarif normal, comme si le couple avait voulu compenser quelque chose ou acheter un silence tacite. Pourtant, dans les marges de plusieurs carnets, des notes brèves écrites par les photographes indiquaient que la séance avait été étrangement courte, que le couple se tenait déjà prêt avant même que l'appareil ne soit ajusté, ou encore que la lumière ne réagissait pas comme d'habitude. Une mention particulière attira l'attention d'Adrien. La femme a cligné des yeux une seule fois, à la seconde exacte où le déclic s'est produit, comme si elle l'attendait. Intriguée par ce synchronisme, Adrienne entreprit une étude minutieuse des mécanismes d'obturation utilisés à l'époque et comprit que pour obtenir ce timing, un modèle devait anticiper le déclenchement avant même que le photographe n'appuie sur le mécanisme. Plus il avançait, plus l'idée effrayante d'une intelligence dirigée vers l'objectif l'obsédait. Décidé de confronter directement les peu de témoins encore vivants, Adrien se rendit dans une petite maison de la périphérie de Marseille pour rencontrer un ancien assistant de studio, un certain Monsieur Lantos, aujourd'hui presque centenaire. L'homme, d'une lucidité surprenante malgré son âge, se souvenait parfaitement du couple venu poser en 1914. Son récit glaça Adrien. Ils se sont placés devant le rideau sans que je leur dise où se mettre, comme s'ils connaissaient déjà l'angle et l'éclairage. J'ai voulu ajuster la lampe de gauche, mais elle s'est éteinte d'elle-même puis s'est rallumée au moment précis où j'ai pris la photo. Lorsque Lantos expliqua qu'il avait senti l'arrière de la pièce s'étirer, comme si la distance changeait soudain, Adrien comprit que ce témoignage correspondait exactement aux déformations légères qu'il avait observées sur les plaques argentiques. Mais l'homme ajouta une phrase qui ne le quitta plus. Leur regard ne semblait pas fixé sur moi, mais sur quelqu'un derrière mon épaule. Troublé par cette concordance avec les analyses de reflets et de micro-éclairage, Adrien comprit que le couple ne se contentait pas d'être photographié. Il semblait photographier quelque chose ou quelqu'un en retour. Désireux de vérifier une hypothèse qu'il redoutait lui-même, il entreprit de superposer les reflets visibles dans les pupilles du couple sur une période de 30 ans. En agrandissant ces minuscules points lumineux, il distingua progressivement une forme répétitive, une silhouette étroite, presque filamenteuse, toujours positionnée au même angle, toujours à la même distance apparente. Un troisième élément constant, invisible à l'œil nu, mais enregistré dans les reflets microscopiques de chaque cliché. Les conclusions d'Adrien devinrent plus terrifiantes encore lorsqu'il découvrit que l'orientation des ombres dans certaines photographies ne correspondait pas à la lumière du studio, mais à une source invisible, située hors champ. Une source que les photographes n'avaient jamais mentionnée. Plus il avançait, plus il devenait évident que le couple n'interagissait pas avec le monde de manière traditionnelle. Il semblait obéir non pas aux lois physiques de la lumière, mais à une géométrie secrète définie par la photographie elle-même. Comme si leur présence n'était complète que lorsque la lumière les frappait sous un angle particulier, celui de la capture. La question qui torturait Adrien devint alors inévitable. Et si ces deux personnes n'existaient pleinement que dans le bref instant où le déclencheur s'ouvrait? Et si l'appareil photographique, loin d'être un simple outil d'enregistrement, était en réalité une sorte de passerelle permettant au couple d'entrer fugacement dans le monde réel? À mesure que cette idée se formait dans son esprit, Adrien sentit une angoisse croissante l'envelopper, car une réflexion supplémentaire, encore plus inquiétante, s'imposa. Si le couple n'apparaissait que pour être capturé, alors que devenait-il après la photographie? Restait-il quelque part? Repartait-il? Ou demeurait-il dans les marges invisibles du négatif, attendant la prochaine ouverture de l'obturateur pour réapparaître? Cette dernière possibilité prit une dimension terrifiante lorsque, en examinant une série de tirages consécutifs datant de 1928, il remarqua que sur la première image, seule la silhouette de l'homme apparaissait. Sur la deuxième, seulement celle de la femme,
Mais sur la troisième, prise quelques secondes plus tard, les deux étaient présents, parfaitement immobiles, comme si leur présence s'était assemblée progressivement d'une prise à l'autre. Ce phénomène, impossible pour des personnes réelles, semblait au contraire correspondre à un processus, une sorte de matérialisation progressive liée au rythme de la prise de vue. Plus il observait ces anomalies, plus Adrien se persuadait que le couple suivait un schéma intentionnel, peut-être même rituel. Et si les photographes croyaient capturer des humains, n'était-il pas plus vraisemblable que le couple se servisse des photographes pour accomplir quelque chose que seul le regard mécanique neutre de la caméra pouvait enregistrer? Cette idée, terrifiante, fit naître une autre question, peut-être la pire de toutes. Si le couple venait à l'existence par la lumière de la photographie, alors pourquoi posait-il autant de fois dans autant de villes différentes? Qu'était-il en train d'accomplir et pourquoi avait-il besoin d'être vu encore et encore par des appareils différents? De plus en plus convaincu que la présence du couple n'était pas un simple phénomène photographique, mais un mécanisme obéissant à une logique inconnue, Adrien Morel décida d'examiner les clichés non pas isolément, mais comme des fragments d'un langage visuel cohérent. Il commença par aligner les photographies selon leur date, les superposant par transparence, et ce qu'il découvrit le fit frissonner. En plaçant les silhouettes les unes sur les autres, il constata que leur alignement formait une trajectoire, une sorte de courbe subtile reliant les prises de vue de 1891 à celles de 1930, comme si le couple avait progressivement pivoté dans un cercle invisible autour du photographe, chaque séance n'étant pas un simple portrait, mais un fragment d'un mouvement plus vaste, presque géométrique. Cette constatation, d'abord étrange, prit une importance capitale lorsqu'il réalisa que ce cercle n'était pas complet. Il manquait un angle, une orientation que le couple semblait éviter systématiquement. Dans toutes les photographies, sans exception, les deux figures ne faisaient jamais face à un certain cadran de la pièce ou du décor, comme si quelque chose, dans cette direction, devait rester hors champ. Poursuivant cette piste, Adrien relut les lettres et les témoignages des photographes et remarqua que plusieurs mentionnaient un refroidissement soudain provenant de ce même cadran, ou un silence compact occupant une zone précise du studio. Cette convergence était trop nette pour être accidentelle. En prolongeant ses recherches, il découvrit plusieurs clichés rejetés, jamais développés, abandonnés dans les tiroirs des studios, des plaques argentiques inutilisées portant pourtant au centre une tache sombre semblable à l'ombre floue qu'il avait déjà identifiée sur les négatifs officiels. Cette ombre, ou silhouette, apparaissait même lorsque le couple n'y figurait pas, comme si elle avait précédé ou suivi leur présence. Troublé par cette persistance, Adrien décida d'étudier cette tâche plus en profondeur et fit appel à un spécialiste de la microphotographie. Sous un microscope, la tâche révélait une structure inattendue. Elle n'était pas aléatoire, mais constituée d'une série de lignes presque régulières comme si une forme tentait de se stabiliser sans y parvenir entièrement. Ce motif semblait correspondre aux déformations observées derrière le couple dans les premières photographies. À mesure qu'il poursuivait ses analyses, Adrien remarqua un autre phénomène alarmant. Certaines photographies, pourtant prises dans des studios différents, comportaient des éléments de décor impossibles à expliquer. Une chaise qui n'appartenait pas au studio, un rideau absent de l'inventaire, une fenêtre dont l'architecture ne correspondait à aucune pièce connue. Ces éléments apparaissaient uniquement lorsque le couple posait et disparaissaient dès que les photographes photographiaient d'autres sujets ce même jour. Comme si le couple apportait avec lui non seulement sa propre lumière, mais également son propre environnement, un fragment d'espace visuel qui se substituait à celui du studio. Cette révélation fit naître une hypothèse effrayante. Et si le couple ne se contentait pas de se matérialiser pour la photographie, et si la photographie servait plutôt de passage permettant leur venue d'un autre lieu, d'un espace qui ne partageait pas les mêmes règles que le monde matériel? Cette idée, d'abord abstraite, prit une tournure plus concrète lorsqu'Adrien retrouva un cahier appartenant à un photographe de Bruxelles. Dans ses notes, il décrivait avoir perçu un second décor, comme une pièce translucide venant se superposer au studio, visible seulement dans l'instant d'avant la prise, puis disparaissant. Il écrivait aussi avoir senti une présence immobile juste au bord de ce décor superposé, présence qu'il ne parvenait jamais à regarder directement.
Tout cela devint terriblement cohérent lorsque, en réexaminant les superpositions des silhouettes du couple, Adrien calcula les angles précis de leur orientation. La somme de ces angles formait une figure presque parfaite, un schéma évoquant un cadran, une sorte d'horloge incomplète. Et soudain, il comprit. Chaque photographie représentait l'une des positions de ce cadran, comme si le couple suivait un cycle précis, progressant inexorablement vers l'orientation manquante, celle qu'il avait toujours évitée. Cette orientation, Adrien l'avait identifiée par pure curiosité géométrique, sans penser qu'elle avait une signification particulière. Mais désormais, tout pointait vers elle. Elle représentait la seule direction que le couple ne regardait jamais, la seule qu'aucune photographie ne capturait. Et cette direction, selon les plans des studios, correspondait presque toujours à un endroit où se trouvait un mur aveugle, un rideau noir ou un espace vide dépourvu de lumière. Adrien commença alors à se demander ce qui se trouverait derrière eux si un jour une photographie parvenait à saisir cette orientation interdite. Qu'y aurait-il dans cet angle que le couple semblait vouloir éviter à tout prix? Et surtout, que se passerait-il si un photographe tentait de le dévoyer? Une inquiétude insidieuse grandissait en lui. Peut-être que tout ce cycle, toute cette progression sur un cadran invisible, n'était pas destiné au photographe passé, mais à lui, comme si en reconstituant l'ensemble du schéma, il avait été amené là où le couple voulait qu'il arrive, là où la dernière pièce du puzzle devait se révéler. Lorsque la compréhension du schéma invisible atteignit enfin sa forme complète dans l'esprit d'Adrien Morel, il réalisa que le cycle représenté par les positions successives du couple n'était pas seulement une structure géométrique, mais une progression intentionnelle, comme si chaque photographie antérieure avait constitué une étape précise vers un point final, un point que seul lui, en tant qu'observateur contemporain, pouvait identifier. Cette idée le poursuivit pendant des jours, l'empêchant de dormir, car un raisonnement s'imposait désormais avec une évidence glaciale. Si les positions du couple se déployaient selon un cadran incomplet, alors la seule orientation manquante, celle qu'aucun photographe n'avait jamais capturée, constituait peut-être l'objectif réel du cycle. Poussé par une intuition devenue obsessionnelle, Adrien se rendit à l'un des rares studios encore existants ayant accueilli le couple, un atelier abandonné à Bruxelles dont les murs rongés par l'humidité portaient encore les rails des anciennes toiles de fond. Il parcourut la pièce lentement, tentant de retrouver l'angle exact correspondant à l'orientation interdite. Et lorsqu'il posa son regard sur un pan de mur nu, obscurci par des décennies de poussière, il ressentit une impression déroutante. Cet espace semblait plus profond qu'il ne l'était réellement, comme si une partie de la pièce lui échappait, comme si la perspective était légèrement faussée. En avançant, il sentit un souffle d'air imperceptible. Pourtant la fenêtre était fermée et aucune fente n'était visible. Il continua à examiner l'endroit et réalisa soudain que cet angle précis, celui qu'aucune photographie n'avait jamais montré, correspondait aux zones où les témoins, dans leurs lettres anciennes, disaient avoir ressenti un vide particulier, un espace qui semblait absorber la lumière. Adrien nota que ses propres pas produisaient un écho inhabituel près de ce mur, comme si l'air y vibrait différemment. Ce phénomène l'incita à comparer encore une fois les plans des studios et il fit une découverte stupéfiante. Dans tous les lieux où le couple avait posé, l'orientation interdite correspondait toujours à un segment architectural qui, bien que variable d'un studio à l'autre, avait une signature commune. Un mur sans fenêtre, sans mobilier, sans décoration. Un espace presque volontairement vide. Comme si le couple avait besoin de cette absence pour compléter leur cycle. Le soir même, Adrien retourna aux archives pour examiner encore une fois les reflets dans les pupilles du couple. En ajustant une nouvelle série de contrastes, il parvint à distinguer des détails supplémentaires. Dans plusieurs clichés, derrière la silhouette filamenteuse qui se reflétait dans les yeux du couple, apparaissait un motif répétitif, une sorte de structure évoquant l'angle d'un mur avec une ombre glissant légèrement le long de sa surface. Cette découverte confirma ce qu'il redoutait, la présence invisible ayant accompagné le couple pendant 40 ans semblait émaner de ce même angle interdit.
L'hypothèse devint alors trop forte pour être ignorée. Peut-être que le couple, plutôt que de cacher quelque chose, tentait en réalité d'empêcher que quelque chose d'autre soit vu. Mais pourquoi avoir créé un cycle photographique sur 4 décennies? Pourquoi attirer l'attention d'un archiviste tant d'années après plus longtemps? Adrien comprit alors que, sans le vouloir, il avait complété un geste interrompu depuis des générations. Son travail de reconstitution, ses analyses minutieuses, ses superpositions avaient créé ce que aucun photographe n'avait jamais réussi, une vision totale du cadran. Et lorsque l'ensemble fut enfin complet, quelque chose sembla changer. Le lendemain, alors qu'il retournait dans l'atelier abandonné de Bruxelles pour résoudre son dernier doute, il entra dans la salle obscure, éclairée seulement par la lumière filtrée de la lune, et il vit ce qu'il n'aurait jamais imaginé, le couple. Debout, immobile, exactement à la place qu'ils occupaient en 1922, dans la même posture, vêtus des mêmes vêtements, mais cette fois-ci, tournés vers l'angle interdit. Le cœur d'Adrien se serra. Ils ne le regardaient plus, ils attendaient. Sans comprendre comment ni pourquoi, il sentit que sa présence achevait un processus resté incomplet pendant 40 ans. Lentement, presque mécaniquement, les deux silhouettes pivotèrent pour faire face à cet angle du mur qui, dans toutes les photographies, avait été laissé vide. Et lorsque leurs regards convergèrent vers ce point exact, quelque chose dans l'air changea. Un infime déplacement, comme une fissure dans la perception. Le mur, pourtant solide, sembla vibrer. Non pas se briser, non pas s'ouvrir, mais bouger, comme si une profondeur cachée se révélait brièvement derrière sa surface. Adrien resta paralysé, incapable de détourner les yeux. Dans cette vibration, il crut discerner une ombre filamenteuse, la même silhouette qui apparaissait dans les reflets microscopiques. Elle n'était ni humaine ni identifiable, seulement une présence qui semblait prendre conscience d'être enfin regardée. Puis, sans le moindre bruit, le couple disparut comme si la lumière les avait absorbés. Le mur redevint immobile. Tout retourna à la normalité, mais la salle ne semblait plus la même. Adrien, tremblant, comprit que le cycle photographique était achevé, mais pas la présence qui l'inspirait. Quelque chose avait été vu, quelque chose qui jusque-là n'avait existé que dans les marges invisibles des négatifs, et désormais, il le savait, cette chose n'avait plus besoin du couple pour se manifester. Elle avait enfin trouvé un nouvel observateur, lui,